Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien et que vous avez kiffé la dernière petite vidéo avec notre ami Jean-Philippe. Et vu les commentaires de la vidéo, vous avez l'air d'avoir kiffé, bande de petits salauds. Je suis très content d'avoir rencontré Jean-Philippe, qui est le fondateur historique de Se Loger. Franchement, c'était vraiment cool, on a échangé, c'est ouf de pouvoir échanger avec des gens qui sont hyper entreprenants, hyper intéressants et tout. Dans l'entrepreneuriat en général, il n'y a aucun truc où tu peux le caler, quoi. Ça fait trop plaisir de rencontrer, de parler avec des gens comme ça, hyper ambitieux et tout. Et il y en a qui auront la chance de pouvoir continuer avec lui d'autres choses, parce que comme on disait dans cette vidéo, justement, il va être intervenant dans le cercle et pouvoir donner son avis et son expertise sur le côté immobilier. Donc ça, c'est vraiment cool de pouvoir partager des expériences folles comme la sienne. En tout cas, vous avez vu le titre de la vidéo, comment diversifier son patrimoine. C'est un petit peu vague comme sujet, comment investir son argent peut-être, truc comme ça. Bah déjà, pas dans un avion, ça c'est pas le meilleur sujet. Faut être passionné. Là on est sur un truc de passion. Ici je me suis dit putain c'est une bonne idée pour filmer cette petite vidéo, parler de tout ça. Faut que je foute en route mon avion pour un petit rendez-vous qu'on a après, hors vidéo. En tout cas c'était l'occasion de commencer. Et là je vais faire rôter le moteur. Comment il dégueule le bordel à chaque fois. Ça me permet juste d'avoir le bon niveau d'huile. Et là je vois que je suis aux 3/4. Un petit peu plus que les 3/4, donc tout va bien. Alors oui, je suis pas du tout devant le meilleur exemple pour ce sujet autour de la diversification. Comment on peut gagner de l'argent, comment on peut la dépenser, comment on peut essayer de faire en sorte d'en perdre le moins, des choses comme ça. Et donc en fait, c'est toujours un petit peu difficile de parler de ce genre de choses parce qu'on entend tout et rien. T'as des gens, je sais pas, j'ai l'impression qu'en France, la grosse base, c'est quand tu as réussi, c'est quand tu fais un petit peu d'immobilier ou des choses comme ça. Et je me pose des questions en me disant mais comment faire, qui c'est qui a raison? Voilà, c'est surtout ça, qui c'est qui a raison. Et ce qu'on nous dit, tu sais, ça revient un peu au même avec tout ce qu'on entend sur Internet où les gens ils t'expliquent comment devenir riche en 24 heures, comment faire ceci, t'entends les trucs, t'entends qu'il faut faire de la crypto si tu veux être riche. Alors tu vois tous les gamins de 17-18 ans. Moi je le vois, je vois plein de jeunes, ils arrivent, ils me parlent, ils sont passionnés de crypto-monnaie et tout. Ouais, la crypto et ceci et là, il faut que tu investisses sur ça et tu verras. En fait, il y a un monde entre la réalité et ce qu'on voit. Et moi, je le vois, si tu veux, je le vois. Pourquoi? Parce que moi, j'ai des entreprises qui sont des entreprises à l'échelle humaine, sur lesquelles on a des belles performances. Pourtant, il y a des gens qui pourraient se dire, Lucien, c'est un youtubeur, il y a du monde qui le suit, machin. Bah, mon magasin d'Airsoft, ça marche bien, ça fonctionne bien, ça fait du chiffre et tout. Mais on est en France, on est dans un pays où on a la chance de pouvoir aller à l'hôpital, on a plein de chance, c'est vrai. Mais on a aussi des impôts, on a aussi plein de choses qui font que c'est pas forcément hyper facile. Et moi je le vois parce que bah, c'est pas facile quoi. Nous, notre magasin d'Airsoft, une fois que t'as payé tout le monde, une fois que t'as payé les impôts, une fois que t'as payé le stock, les marges sont pas incroyables dans l'Airsoft, c'est pas ouf ce qui reste à la fin. Donc c'est là qu'on voit que c'est pas si facile que ça de faire de l'argent. Avec mon magasin de moto, c'est pareil, on travaille à fond, les gars sont à fond à l'atelier, on a un beau magasin, on essaie d'avoir toujours des bons prix, des belles motos, mais on n'a pas des marges de ouf sur les bécanes. Et c'est pour ça que moi, je me pose la même question que beaucoup de gens. Ou les mecs qui disent, ouais, mais moi, dans les cryptos, les NFT, machin. Et quel épisode j'ai loupé dans ma vie, mec? Parce que le mec, s'il vend une photo de singe virtuel et qu'il prend 4 millions, bah, va falloir qu'il nous explique comment il fait. Parce que moi, j'ai du mal, tu vois. Il y a des choses, nous, qui ont fonctionné, qui n'ont pas fonctionné. Il y a des choses qui sont intéressantes à comprendre. Parce que des fois, tu comprends quelque chose qui n'a pas forcément bien fonctionné, comme la boîte de location de voiture que j'avais fait, où en fait, quand tu mettais tous les frais en face, et il y avait un premier cas concret, c'était que les gens ils louaient des voitures étrangères à 3 fois moins cher, et ils s'en foutent qu'elles soient plaquées françaises ou pas. Et d'ailleurs, je peux comprendre, tu vois, le mec qui loue une voiture pour le week-end, il s'en branle, tu vois. Lui, il l'a loué, dans sa tête, c'est pas de sa faute. Il n'y a pas de fumée sans feu, et si tu veux, les gens qui arrivent à gagner de l'argent, il y a beaucoup de youtubeurs, beaucoup d'influenceurs qui vendent du rêve, mais où tout est mytho, tout est faux. Et moi, j'essaye pas de me rendre crédible ou j'essaye pas de dire oui, mais moi, les gars, je suis une exception, pas du tout, je m'en branle. Et donc, forcément, dès qu'on fait un truc, du fait que tu sois connu, youtubeur, etc., il y a plein de gens qui font des trucs de ouf. Tu te dis, le mec, il gagne de l'argent avec quoi? Est-ce que c'est avec YouTube? Est-ce que c'est avec ceci? Est-ce que c'est avec cela? Alors oui, sur YouTube, on gagne de l'argent. Moi, 1000 fois, j'en ai parlé sur cette chaîne en expliquant que quand tu faisais ce que je fais moi, on pouvait gagner 30-35 000 boules par mois, un truc autour de ça. Tout ça pour vous dire que moi, mon aventure, elle est cool. Demain, ça s'arrête. Demain, ça s'arrête pas, ça s'arrête pas. Demain, on fait 10 fois pire, on fait 10 fois pire. Tant mieux, moi, je vis au jour le jour, même si je fais attention à tout, j'essaye de pérenniser l'avenir, etc. C'est pour ça qu'on va entamer ensuite le sujet de la diversification. Parce qu'en fait, il y a plein de choses auxquelles moi, je m'étais dit, bah, ce que je fais, ça marche bien. Quand j'étais salarié avant et que je gagnais un peu de sous, bah, je commençais déjà à diversifier un petit peu. Quand je dis diversifier, c'est pas de diversifier ses revenus, diversifier son patrimoine, c'est un peu différent. L'idée de la vidéo, c'était plutôt de dire
Tu as une somme d'argent, que ce soit 1000 balles, 10 000 balles, 100 000 balles, qu'est-ce que t'en fais? Mais en fait, il y a plein d'autres contextes qui rentrent en compte que avant, que je comprenais pas. Pour moi, tu avais une somme d'argent, t'en faisais ce que tu voulais, et après, tu avises après. En fait, voilà pourquoi je m'égare sur le sujet, parce que en fonction de la vie que tu as, de ce que tu fais, ça peut influer sur plein de choses. Il y a plein de choses comme ça où même moi-même, je suis le premier à me poser des questions, à me dire putain, il y a des gens, je me dis mais tiens, comment ils font leur thune? Donc l'idée de cette petite vidéo, c'était de dire comment on a fait. Parce que moi, quand j'ai commencé, même si tu as 2000 balles, 3000 balles de côté, ce qui n'est pas incroyable, c'est vrai, mais ce qui est déjà un putain de début, moi je me posais des questions, je me disais mais comment, putain, attention, je vais arracher l'aile de l'avion. Comment diversifier l'argent qu'on a, qu'on en ait beaucoup, pas beaucoup, un tout petit peu, etc. Mais il y a un début à tout en fait que je pensais pas il y a encore pas longtemps, parce que des fois on a du mal à anticiper ces choses-là. C'est tout simplement l'inflation, les impôts, toutes ces choses-là. On n'a pas forcément l'impression que ça va jouer sur l'argent qu'on a ou quand on va investir sur quelque chose. Et donc ça peut tout changer. Ça peut vraiment tout changer en fonction des contextes de chacun et de ce que les gens font. Et donc je vais vous lister, je vais vous donner mon avis là-dessus. Parce que autant il y a des gens, ils doivent se dire mais ce mec-là, il se démerde pas trop mal dans ce qu'il fait. Autant il y en a, ils doivent se dire mais attends, mais c'est un cassos lui, pourquoi il a autant d'oseille dans des voitures? Pourquoi il achète des montres? Pourquoi il achète autant de maisons, autant de trucs, machin? Et donc je vais vous donner mon avis sur ce que je fais moi. Investir dans plusieurs choses, faire plusieurs choses, enfin au terme financier, investissement, etc. Et donc il y a plein de gens qui se posent des questions en disant mais dans quoi je pourrais investir? Dans quoi voilà, j'ai gagné 10 000 euros. Qu'est-ce que je peux faire de ces 10 000 euros là? J'ai 1000 euros, qu'est-ce que je peux faire de ces 1000 euros là? Et je vais vous expliquer exactement ce que j'ai fait quand j'avais 1000 euros de côté. Et moi j'ai commencé avec ma mère 1000 euros de côté, quand on commençait à gagner un peu de sous et qu'on pouvait mettre un peu de sous de côté. À un moment donné, on s'est retrouvé avec ma mère, elle avait 1000 balles et moi j'avais 2005. C'était à l'époque où je commençais à me former en bourse. Donc j'ai acheté des formations, il y en a qui étaient bien, il y en a qui étaient pourris, il y en a beaucoup qui étaient pourris, mais il y en a qui étaient pas mal quand même. Et sur lesquels j'ai appris des choses. En fait, encore une fois, j'ai même diversifié l'apprentissage de la bourse. C'est con à dire, hein, mais c'est comme si tu passes ton permis voiture et que tu le fais avec 3 examinateurs ou que tu as 3 moniteurs. Tu vois ce que je veux dire? C'est bien d'en avoir un, mais des fois, c'est bien d'avoir l'avis d'autres personnes. J'ai regardé des articles de mecs qui parlaient, qui étaient très chauds, qui investissaient des millions et des millions. J'ai regardé des particuliers comme moi qui avaient quelques milliers d'euros en bourse. J'ai écouté des retours d'expérience négatifs. J'ai regardé des vidéos pourquoi il ne faut pas investir en bourse. Tu vois, j'ai regardé plein de choses et ça a duré 2-3 ans. C'était à l'époque où je venais de finir ma maison à l'étage. Et donc j'ai commencé à regarder et ça a duré à peu près 2 ans. Où j'ai regardé des vidéos, j'ai écouté des gens, j'ai écouté des trucs. Donc j'avais mis sur le compte à ma mère 1000 balles et sur mon compte à moi, voilà, j'avais ouvert un compte sur un broker. Un broker, c'est quelqu'un qui te permet, comme une banque, hein, d'aller dessus et d'acheter des actions. Et donc j'avais mis ma mère 1000 balles, moi 2500 balles. Et on avait commencé avec tout ce que j'avais entendu et tout depuis 2 ans et demi. Ça m'avait permis de définir ce que je voulais. Donc je voulais investir sur des actions qui étaient là depuis des années et des années. Ça m'avait permis d'investir sur des actions américaines, des actions françaises. On entend beaucoup parler, je vois beaucoup de jeunes qui ne connaissent pas trop et qui me disent souvent ouais, moi je vais mettre de l'argent sur des ETF, les ETF tu vois, parce qu'ils ont entendu un mec dire il faut investir dans les ETF, tu vois. Mais est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Chacun se fera son propre avis. C'est pour ça qu'il est important de se renseigner avant de faire quoi que ce soit. Moi, je vois des gens que je connais, ils viennent me dire, ouais mec, là j'ai mis 50 000 euros dans le Forex et tout. Les gens qui viennent me raconter des trucs comme ça me saute à la gueule parce que je me dis, mais mec, à quel moment tu as 50 000 euros de côté, tu mets 50 000 euros dans des sushis virtuels sur la blockchain? Faut pas faire ça, mec. C'est pas bien ce que tu fais. Ou je vais, ouais là, non mais dans le Forex, ouais mais là, mais non mais mec, tu peux faire des fois 70. Mais non, mais non. Il y a une réalité, putain de merde. Et les mecs qui vous parlent de crypto-monnaie, qui vous en parlent bien, ils vous l'expliquent. Tu vois, c'est les gens qui connaissent rien. Et moi, je fais partie des gens qui connaissent rien. Et les gens qui n'y connaissent rien, quand ils agissent mal, heureusement, c'est pas ce que j'ai fait, mais les gens qui connaissent vraiment les crypto-monnaies, etc., ils vont te dire quand quelqu'un arrive et qui dit « Ah là là, mec, faut acheter, va y avoir le proof of work, voilà, il va y avoir, tu vois, ça va changer, faut acheter de l'Ether et tout. » Mais non. Et renseignez-vous avant et soyez sûr et tâtez le terrain. Tu vois, c'est pas genre c'est maintenant, faut acheter ça, faut le faire. Non, il faut d'abord essayer avec 100 euros, avec 1000 euros, avec 2000 euros. Et tu vois ce que ça donne le marché. Et il faut pas sauter sur l'occasion. En fait, l'ennemi de la bourse et l'ennemi de les crypto-monnaies, c'est le côté euphorique, le côté j'agis sans réfléchir. Ben là, c'est mort. Tu sais, c'est comme si tu te lèves un matin et que tu vois en bourse, tu as une ligne d'action qui a fait moins 70% et que tu te précipites sur dire bah, moins 70%, j'ai mis 1000 euros.
donc je vais me jeter sur les 300 € qui restent pour pas perdre les derniers 300 €. Ben, c'est une erreur, parce qu'en faisant ça, tu viens matérialiser la perte. Alors que si tu attends, peut-être que ça va remonter, tu vois. Ou peut-être que tu vas tout perdre aussi. Hein. Et donc en fait, tout ce que j'expliquais tout à l'heure, dire en fait, il y a plein d'autres choses qu'on ne prend pas forcément en compte avant de calculer toutes ces choses-là et quel argent on peut investir et combien et comment, etc. C'est de se dire comment déjà faire en sorte d'en avoir le plus possible de l'argent à investir. Et donc ça passe par l'inflation dont l'épargne est victime, hein, c'est-à-dire que de l'argent que tu vas garder de côté sur des comptes qui rapportent rien. Il y a plein de gens malheureusement qui ont de l'argent qui dorment sur des comptes où il n'y a pas d'intérêt. Cet argent-là, plus l'inflation, si ton inflation elle est de 10%, ton argent ne va pas baisser sur ton compte bancaire, mais ce que tu pourras en faire, tu pourras faire 10% de choses en moins avec cet argent-là. En gros, c'est un peu comme ça que ça se calcule. Même si en fonction des gens, etc., ça peut fluctuer à mort en fonction de ce qu'on fait, en fonction de l'argent qu'on a, etc. Il est hyper important de ne pas mettre tous ses œufs, comme on dit, dans le même panier. C'est pour ça d'ailleurs que c'est ce que je fais. Hein. J'ai des motos, j'ai des voitures, je fais plein de choses parce que tu peux être sûr de toi dans un domaine. Il peut se casser la gueule, il peut y avoir quelque chose que tu n'as pas prévu, il peut y avoir un truc de ouf qui se passe dans ce domaine-là et ça vient tout niquer. Et donc c'est pour ça que je suis persuadé qu'il est important que même si tu as 10 000 balles à investir, cet argent-là, il faut la foutre dans plusieurs endroits différents. Et moi, je suis pas là à donner des conseils aux gens, à dire ce que je pense. Mais faut pas faire n'importe quoi en fait. Faut pas faire n'importe quoi. Et parce que justement, il y a des gens qui se retrouvent comme ça sans s'être trop formés, sans avoir trop pris le recul, et qui se disent mec, j'ai mis 10 ans pour foutre 50 000 € de côté, et là j'ai tout dans le cul. Quoi. Et donc, tu vois, mine de rien, tu vois, c'est peut-être con, les gens vont peut-être vous dire mais faut pas investir dans les montres, c'est de la merde. Peut-être que si le mec il s'était dit tiens, sur mes 50 000 balles, je vais mettre 15 000 dans une Rolex, je vais mettre 15 000 en bourse, je vais mettre 15 000 dans le Forex. Avec les 5 000 derniers, je vais m'acheter une Van, frère. En attendant, il aurait toujours une Rolex, de la bourse et une Van. Et c'est comme ça qu'il faut prendre le truc, tu vois, c'est plutôt comme ça que je le vois, moi. Et ce que je vois aujourd'hui, c'est qu'il a 0, alors qu'il a mis 50 000 balles dans le Forex. Tu vois ce que je veux dire? Qu'il y a des gens qui pourraient te dire, mais mec, acheter une Van, c'est un truc de niche, c'est de la merde et tout. En fonction de ce que tu fais, d'ailleurs, on va finir cette petite vidéo au château, les amis. Ça peut être hyper important, tu vois. Moi, j'ai plein de motos, j'ai beaucoup d'argent investi dans des motos, dans des vieilles motos de collection. Et tu vois, cet argent-là, tu pourrais te dire, mais est-ce qu'elle n'est pas mieux mise en bourse? Je pense que si. Je pense qu'elle serait plus rentable en bourse. Mais je sais pas si demain il n'y a pas une galère, un truc de ouf qui arrive. On n'en sait rien. En attendant, j'ai toujours 20-500 CR dans mon château. Tu vois ce que je veux dire? Bon, on se retrouve au château, les amis, pour continuer cette petite vidéo. La pompe auxiliaire, la mixture. Allez les gars, rendez-vous au château. Les amis, regardez derrière moi, il y a tous mes véhicules, dont le tank qui va bientôt être reprogrammé chez Shiftech. Non mais pour la blague, on va l'emmener chez Shiftech. Ah non, on peut pas l'emmener chez Shiftech. Non, faut que Medo vienne. Medo vienne, il va nous faire une carto sur ce tank. Les amis, Medo a sorti son site internet. Ça fait des années qu'il travaille là-dessus, il est en stress mec, mais il est en stress de ouf. Il a sorti son site internet et c'est une dinguerie, c'est vraiment propre, c'est beau, c'est bien fait et tout. Donc franchement, allez le voir, vous allez kiffer. Regardez tout ce qui est possible de faire. Ils ont mis du merch, ils ont mis plein de choses dessus. Donc allez soutenir la famille Shiftech, les amis. Allez checker le petit site internet de notre ami Medo. Vous allez voir, il a mis beaucoup de temps, beaucoup d'investissement là-dedans et ça mérite d'être vu. Avant de parler de diversification et d'argent, etc., il est hyper important de penser à préparer ça. Ça veut dire qu'il y a des choses auxquelles on pense pas, mais genre calculer son imposition. Moi j'ai un pote qui fait ça très très bien, qui va se reconnaître. Tous les 6 mois, il appelle Orange pour renégocier son forfait téléphone. Il essaye de trouver des alternatives à EDF, à ERDF, à tout ça. Il essaye de trouver des alternatives pour investir et se dire tiens, dans 2-3 ans, j'ai mis tel système de chiottes, ça va me rapporter de la thune et ça va me faire consommer moins. Là, c'est exactement ce que je suis en train de faire au château, avec un système avec des bambous et tout le bordel, pour que ça pollue moins à la fois et que ça m'évite aussi de faire venir des trucs pour enlever la fosse septique et tout. Là, ça va être un truc qui va partir dans la nature, un centre d'épuration, je sais plus comment ça s'appelle, un truc avec des bambous et ça décante. Le caca, il flotte et tout là. Il y a un truc qu'il faut préparer qui est hyper important. Donc ça va comme ce que je disais, de renégocier ses contrats, renégocier ses assurances. Sauf si t'es assuré chez Jabou Assurance, ça sert à rien de renégocier tout le temps. Comment tu veux qu'on vive nous après, putain de merde? Non, je rigole. Mais même Jawad, mon associé, faut l'appeler tous les ans. Faut lui dire, dis donc, comment qu'on renégocie notre petit contrat d'assurance chez Jabou Assurance? Des fois, même lui, il va pouvoir dire, putain, j'ai une solution qui te fait encore payer moins d'argent. Donc soit c'est nous qui allons venir vers vous, soit c'est carrément vous d'appeler vos assureurs, d'appeler les gens avec qui vous travaillez, comme ça. On a plein de charges qui sont renégociables et des fois on le fait pas forcément. Et il y a des choses aussi qui sont importantes, c'est d'essayer de payer le moins d'impôts.
Donc voilà, il y a des choses qu'il faut pas oublier, tu vois, quand tu vas au travail, il faut bien compter les frais kilométriques, les machins. Sur ton volet bleu à la fin de l'année, il y a plein de choses qu'il faut bien prendre en compte. Quant à ton entreprise, bah, c'est pareil, il y a 1000 choses pour essayer de payer le moins d'impôts possible, pour essayer de, voilà. Alors après, moi, j'ai plusieurs entreprises, donc j'ai fait tout un montage fiscal pour essayer de payer le moins d'impôts possible. C'est pas d'aller à Dubaï, frère, avec des steaks en or et de faire des formations sur Telegram. Mon but, c'est de créer de l'emploi, d'embaucher des gens, de monter des nouvelles sociétés, de toujours développer ce que je fais. Et donc, évidemment, ça passe aussi par la case essayer de payer le moins d'impôts possible pour rendre ces choses-là faisables et créer des nouvelles choses. Malheureusement, le système, des fois, il va pas forcément avec ça. Donc, première chose, essayez de payer le moins d'impôts. Très important si vous voulez déjà le plus pouvoir investir ou entretenir votre patrimoine. Ensuite, préparez tous les petits trucs, parce qu'on se rend pas compte, mais 3 euros par-ci, 3 euros par-là, 20 balles par-ci, 20 balles par-là. Mais t'imagines cumuler déjà rien que moi qui fais attention. Si t'as ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça, mais mec, tu t'en sors jamais, frère. C'est abusé. La charge, l'argent que ça coûte, tout ça. Donc c'est hyper important de bien faire attention à tout ça et d'essayer de recalculer au mieux pour que déjà, bah, au lieu de dépenser 10 balles par-ci, tu dis ouais, allez, c'est 3 euros, allez, c'est 12 euros. Bah mec, mis bout à bout, au bout de 5 ans, mec, c'est une fortune énorme que si tu l'avais investi en plus de ça quelque part ou dans quelque chose qui te rapportait de l'argent, bah, tu aurais gagné beaucoup plus de thunes. Donc il faut bien préparer tout ça, bien faire attention à toutes les petites dépenses de merde, essayer de payer le moins d'impôts possible et après commencer à essayer d'investir, même si c'est 100 euros. Je suis convaincu par la bourse, je suis convaincu par plein de choses et c'est pas forcément le cas de tout le monde, mais tu peux très bien commencer à acheter une 205 GR, une 205 X à des sociétés, frère, et puis tu la refais propre. Et t'en refais une. Et après, avec le bénéfice d'une, t'en refais deux. Moi, je faisais ça. J'ai acheté des 250 CR, 400 euros, 500 euros. Je les retapais, je refaisais ça propre, pas trop cher. Ça me coûtait 800 balles, je les revendais 1005. Et j'en ai fait une, deux, trois. À la fin, j'en avais 8 dans un cabanon en ferraille chez mon grand-père. J'en avais 8, elles étaient entassées dessus et tout. Je me rappelle, je refaisais tout. Je les revendais, je prenais un billet de 1000, un billet de 500 euros. Et à la tac, 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 tac. Et à la fin, j'ai réussi à m'acheter une Audi R8. Donc la voiture, ma R8, j'ai dû la payer 58 000 euros de mémoire. Donc il y avait bien à peu près 45 000 euros que je m'étais démerdé à faire en quelques années. Avec mes 500 CR, mes 250 CR. Après, j'étais passé de 700 boules à 1004. Je mettais de l'argent de côté, voilà. Et puis après, bah, tu vois, j'ai mis 45 000 balles dans une voiture. Mais j'aurais pu investir dans quelque chose, dans un appartement, dans une place de parking, j'en sais rien, tu vois. Il faut penser à tout, il faut se former sur plein de choses et il faut essayer. Et à un moment donné, même si tu te plantes, ça va marcher. Et en fait, c'est vrai qu'il y a des gens qui viennent là puis qui se posent la question. Et moi, le premier, avant d'avoir mes engins et tous mes tas de merde, quand t'es passionné, en fait, t'as deux profils de personnes. Les gens qui vont collectionner des saloperies comme moi, comme ça, soit c'est parce que t'as vraiment de la thune et t'en as rien à foutre. Et du coup, tu te dis, bon, bah, tout ça cumulé, ça fait je sais pas combien, mais on s'en fout. C'est pas grand chose et tu peux grave te le permettre. Deuxième chose, t'as les mecs comme moi qui, pour eux, c'est une sorte d'épargne. Mais en fait, à condition d'avoir bien acheté les trucs. Et en fait, moi, j'investis que dans des choses que je connais un peu. J'irai pas investir dans des trucs que je maîtrise pas, que je fais pas bien, etc. Sans connaître un peu le sujet ou que ce soit des choses qui m'intéressent pas. Faut que ce soit intéressant. Avoir une ligne de code sur un truc de bourse, c'est intéressant quand tu gagnes de l'argent, quand tu sais que t'épargnes, etc. Mais ça fait quand même moins rêver que des 500 CR accrochés au mur d'une maison, tu vois. Mais en même temps, si c'est beaucoup moins rentable d'avoir des 500 CR dans ta maison, vaut mieux quand même pour le côté sécurité, le côté prendre soin de sa famille, pérenniser l'avenir, etc. Mais c'est sûr que quand tu te connectes le soir et t'as des lignes d'action en disant bah là t'as tant d'euros, là t'as tant d'euros, bon ça fait quand même moins rêver, c'est vrai. Mais pourquoi du coup je le fais? Alors déjà première chose, bah ça diversifie mine de rien. Parce que bah tu vois, mon rêve ultime, c'était avoir une Aventador. Donc elle est là. J'ai quand même mis de l'argent dans cette voiture-là. Alors oui, c'est pas la meilleure opération financière que tu peux faire dans ta vie. Mais, et il y a un grand mais, cette voiture-là, je l'ai pas achetée le prix fort. Et aujourd'hui, si je la revends, plus le temps passe, plus je vais perdre un peu d'argent. C'est pas le cas. J'ai dû la payer 400 000 euros et aujourd'hui, ça vaut 500 et un peu plus de 550 000 ou un truc comme ça. Bon, en gros, c'est une voiture, au pire des cas, peu importe ce qui se passe, je risque pas de perdre d'argent, tu vois. Elle peut brûler, tu peux te la faire voler, il peut arriver plein de trucs, mais à un moment donné, c'est un élément à moi qui est hyper motivant. En même temps, depuis que je l'ai, elle a gagné plus de 100 000. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Est-ce que, avec autant d'argent en bourse, sur la même période, j'aurais gagné autant d'argent? Je pense pas. Alors oui, sur 10, 15, 20 ans, j'aurais gagné certainement plus d'argent en bourse et c'est peut-être un peu plus sécurisé, etc. Mais ça permet aussi de diversifier, tu vois. Si je mets l'intégralité de ce que j'ai
dans la bourse ou dans l'immobilier, etc., bah, tu fais tout le temps la même chose, tu vois. Tu sais, ça a bousculé quand même un peu ce qui s'est passé quand même dans l'immobilier, la loi sur les indices énergétiques, tous les propriétaires qui avaient des maisons avec des chaudières à gasoil et tout ça, les mecs, ils ont dû mettre des clims, ils ont dû mettre des géothermies, de l'aérothermie. C'est des budgets énormes, faut y penser, faut l'anticiper. Et si t'es pas le mec hyper capitaliste, etc., qui a une petite maison de côté ou qui a 2 appartements en location, bah mec, demain tu dois te taper 2 chaudières à 15 000, plus l'installation. Si en même temps, bah, tant qu'à faire la chaudière, tu vas refaire la salle de bain parce qu'elle est dégueulasse, bah mec, ça y est, t'as mangé 30-40 000 euros dans les dents. Si tu les as pas, frère, tu fais comment? Si t'es un peu short à la fin du mois avec ton taf, et qu'en plus de ça, tu dois te foutre un crédit sur le dos pour aller changer la chaudière d'une maison que t'habites pas, ça te casse les couilles, tu vois. Donc c'est pour ça qu'il faut bien diversifier les choses. Et donc, tu vois, si t'as pas tout ton argent dans l'immobilier, bah demain t'as une loi qui passe, t'auras peut-être qu'une maison et qu'une chaudière à changer. C'est un peu ma vision des choses, mais je suis curieux d'avoir vos avis dans les commentaires. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de ce que je vous raconte. Et en fait, ce que les gens savent pas, de tout ce que j'ai toujours fait, ça m'est très rarement arrivé, sauf quand c'est pour du contenu YouTube ou quand c'est quelque chose de bien précis, ça m'est jamais arrivé de faire une affaire pas ouf. J'ai déjà fait des affaires qui n'étaient pas incroyables, mais comment te dire, je me suis jamais foutu une balle, enfin si, je me suis déjà mis une balle dans le pied, mais donc ça fait très mal une balle dans le pied, mais c'était plutôt l'expression. Par exemple, là, je vous montre ces 2 motos. Je vous donne un exemple. Ça, ces 2 motos-là, c'est des motos qui appartiennent à mon magasin de motos, à Emic Shop Moto. C'est les motos que je roule. Donc ça, c'est des motos sur lesquelles je gagne pas d'argent. Ça, c'est une 450 KXF. Ça vaut, je sais pas combien, 9000 €, admettons, neuve. Moi, je l'ai acheté avec mon prix d'achat professionnel, mais je l'utilise pour mes vidéos, pour le magasin, pour faire de la pub, etc. et pour mon propre plaisir. Donc ça veut dire que cette moto-là, c'est une KXF de 2022, ça va pas coûter plus cher une fois que tu l'as utilisée. Au contraire, elle a perdu de la thune. Donc la moto qui vaut 9000, là on est en 2024, donc elle a potentiellement 2 ans, même si elle est neuve depuis cette année. Dans la tête des gens qui achètent, c'est une 2022, elle a 2 ans, elle doit avoir 20 heures. La moto, peut-être qu'elle vaut 6000 €, tu vois, ou 5000 €. Donc là, tu vas me dire, bah oui, mais du coup, depuis ce que tu dis depuis le début, c'est de la merde, elle a pris une décote, la moto. Oui, mais ça et ça, c'est mes 2 motos que je roule. Donc si tu veux, ça c'est des motos avec lesquelles je fais du cross. C'est pas du tout comme un investissement. Ce qu'il y a en haut, ça n'a rien à voir. Tu vois, donc quelqu'un qui connaît pas ou qui me connaît pas, ça dépend vraiment du contexte de chacun. Il arrive, il voit 4 motos, il se dit, oh bah il y a 4 belles bécanes, machin. Mais ça n'a rien à voir. Celles d'en bas, c'est les motos que je roule, c'est les motos que j'use. Une fois que je les ai usées, que j'ai kiffé, bah mine de rien, j'ai fait du contenu avec sur YouTube, j'ai fait du contenu pour mon magasin de motos, je me suis amusé à titre personnel, donc j'ai pris du plaisir, j'ai payé un peu mon plaisir aussi de par la décote et la vétusté de mes 2 motos. Je vais les mettre à vendre dans mon magasin de motos et je vais passer sur autre chose, mais je vais certainement les garder longtemps et les user, vu que ça décote beaucoup. Je vais les user, ces motos-là, quand elles sont vraiment rincettes, et ben je passerai à autre chose, ou le jour où j'aurai envie de me faire plaisir, je passerai à autre chose. Au-dessus, ça n'a rien à voir. Là, il y a 2 profils différents au-dessus. Là, il y a une moto. C'est une 125 CR voilà, je vais pas vous faire la description machin, mais c'est une moto que j'ai importée du Japon qui était neuve. J'ai fait une vidéo sur ma chaîne YouTube qui a vachement bien marché parce que j'ai mis en route une 125 CR de 2002 neuve. La moto, elle a plus de 20 ans et je l'ai démarrée pour la première fois, etc. C'est une moto que j'ai achetée 3000 € et qui doit coûter pas loin de 10 aujourd'hui. Neuve comme ça, elle a quoi? Elle a 30 minutes de roulage, elle a même pas 30 minutes, elle doit avoir un quart d'heure d'usure. Donc elle est complètement neuve, ça doit coûter pas loin de 10 000, peut-être un peu moins quand même parce que c'est une 125. Donc ça veut dire que les 3000 € que j'ai mis là-dedans, ils sont vachement bien investis. Parce que j'ai mis 3000 € là-dedans, mais le jour où je veux la vendre, même si je suis pressé, je peux au pire du pire la revendre 5000 ou 6000, mais très rapidement. Parce que 5 ou 6 000, je pense, hein, après le marché, on le connaît pas tous les jours, mais je pense qu'une moto comme ça, 5-6 000, elle part en claquant des doigts. Et si j'étais pas trop pressé, je pourrais peut-être la vendre 8, 9, j'en sais rien. Bon, en tout cas, ça, c'est une 125 CR, donc mes 3000 € sont très bien investis. Là, on a une 500 CR de 1989 qui est neuve. On est sur une moto qui a amortisseur Rollins, elle est complètement neuve, la bécane. C'est des motos que j'ai négociées, je les ai vachement négociées, parce que j'ai acheté un lot au patron de l'écurie de Red Bull. C'est le patron à Verstappen. Ouais, c'est ça, c'est Red Bull, je crois. Et en gros, le mec, il avait 300 motos et j'ai racheté un lot d'une dizaine de 500 CR. C'est pour ça qu'il y en a partout, là-bas. Et donc, toutes les motos, je les ai achetées 7 ou 8 000 € pièce. Il y a des gens qui vont dire, ah là là, 7 ou 8 000 €. Oui, il y a 10 ans, clairement, c'est pas une bonne affaire. Mais aujourd'hui, 7 ou 8 000 €, une moto neuve, comme celle-ci, une 500 CR neuve à 7 000 €, c'est pas cher. En vrai de vrai, c'est pas cher, même si ça peut choquer pour certains. Et donc, après, les prix, on s'en branle en plus des prix. C'est pas trop le sujet. Mais ce que je veux dire, c'est que tu vois, la moto que j'ai payée 7000, une de 97, elle est pas neuve, je l'ai payée 7000. Celle qu'il y a là, elle est neuve, c'est une 97 ou 16. Non, c'est une 96, elle est neuve.
Et la 97 qui est à gauche, elle, je l'ai payée un peu plus cher parce que ça fait pas partie du lot. Mais tu vois, toutes ces motos-là, 7000, 7000, 7000, 7000, 7000. Et bah en fait, si tu les revends, c'est pas incroyable, mais t'as pris 3000 balles sur chaque bécane. Et tu vois, t'as sorti, je sais pas, t'as sorti 50 000, tu rentres 80. C'est toujours intéressant. Donc même si c'est ma passion, même si c'était mon rêve de ouf d'avoir des motos comme ça, d'en avoir là, dans le truc Milwaukee, d'avoir des motos là-bas, d'avoir des bécanes un peu partout, bah même si c'était mon kiff ultime, et bah finalement je perds pas de thunes. Tu vois, toutes les bécanes que j'ai là, il y en a aucune où je perds de l'argent. Même la Harley Davidson que j'ai achetée pour ma mère, c'est une moto vachement chère, hein, ça vaut un peu plus de 30 000 €. Et ben, on a eu un super prix par Harley Davidson, et vu que c'est des modèles un peu spécifiques, un peu rares, c'est pas des motos qui perdent de la thune non plus, tu vois. Donc si demain on la revendait, non seulement ma mère, c'est un peu comme moi avec ma Lambo, ma mère tout le temps, elle pense à sa Harley, elle la kiffe, même si elle la roule pas tout le temps, elle est dans le rêve de dire, putain, tu sais, c'est comme le mec qui aime les sportives et qui se dit, j'ai une Panigale S dans mon salon, quoi. Mec, c'est le rêve de tout le monde, frère. Même moi qui suis pas plus Ducati que ça, tu me fous une Panigale comme ça sur les deux béquilles de descendent, j'ai envie de me taper une queue, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Mais nous, on est des gogoles, on est des mecs. Et nous, les mecs, on est des idiots. Un peu matérialistes, un peu gogol, comme ça, on aime le matos. Donc après, bah, tu peux prendre des exemples qui sont un peu contraires à tout ce que je viens de dire. Je pense que cette moto de trial, moi j'ai fait du trial pendant des années, un peu de compète et tout, je pense que si je la revends, elle, je pense que je perds de la thune. Mais en même temps, c'est ma moto de trial, c'est une moto que je roule, c'est une moto avec laquelle je m'amuse. Et c'est pas, j'ai pas mis de l'argent dans cette moto-là en me disant j'espère que ça va fructifier, tu vois ce que je veux dire? Donc chacun sa façon de voir les choses. Bon, là on arrive devant un autre exemple. Il y a plusieurs choses. Là tu pourrais te dire, le mec a acheté un tank. À quoi ça sert? À rien. Tu vas pas faire la guerre, t'es un collectionneur, mais comment ça sert à quoi si t'as pas un musée? J'aurais pu acheter mon tank et qu'à la fin il coûte plus rien. J'aurais pu. Alors je vais vous expliquer quelle était ma vision des choses par rapport à ça. Bah déjà premièrement, ça créait le chiffre d'affaires et le contenu de ma chaîne YouTube principale. Tous les mecs rêvent d'avoir un tank. Enfin, tous les mecs normalement constitués rêvent d'avoir un tank. Et donc, à partir de là, comment le financer et comment faire en sorte que ça ne te coûte pas trop cher? Bah, ce tank-là que j'ai acheté 150 000 €, c'est énorme. Mais putain, en vrai, c'est ouf d'avoir mis autant d'argent là-dedans. Des fois, tu sais, j'ai des moments de lucidité. Et je me dis, what the fuck, mec? C'est vraiment trop, là, 150 000 €. Pourquoi t'as mis autant de thunes dans un tank? Mais ça crée du contenu qui est stylé sur ma chaîne YouTube, en plus qu'il soit passionnant pour moi, parce que moi j'ai envie de me taper des queues tous les jours à savoir que j'ai un tank. Mais en plus de ça, les gens quand ils regardent les vidéos avec mon tank, ils kiffent, parce que bah, c'est ouf de pouvoir avoir des vidéos de mécanique sur un tank et tout ça. Donc déjà, ça va permettre de générer du chiffre d'affaires pour ma chaîne YouTube, ça va permettre de générer du contenu pour ma chaîne YouTube. Donc si tu veux, en termes société, en termes entreprise, bah, c'est intéressant parce que c'est un produit. Grâce à lui, on va faire du chiffre d'affaires. C'est comme ça qu'il faut voir sur YouTube. Clairement, mes vidéos, sans le tank, elles auraient continué à faire leur vue. Mais le fait d'amener un tank et d'amener des nouvelles choses, ça va renouveler, ça va apporter des nouvelles choses et c'est ça qui fait que tu maintiens ce que tu fais. Ma chaîne YouTube va payer le tank. Et en plus de ça, il faut savoir un truc. Donc là, première justification sur le fait d'avoir un tank. Pour le bien de ma chaîne YouTube et de mon entreprise, bah, ça va me générer des revenus et ça va faire kiffer ma communauté qui va avoir tendance à se dire, bon attends, il fait des trucs avec le tank, je vais revenir voir les vidéos d'après. Donc si tu veux, ça me fait continuer à faire des vues sur ma chaîne YouTube. Deuxième point important, un tank arrivé en France comme celui-là, il y a tellement d'emmerdes d'homologation, d'importation, de détention, de tout ce que tu veux, que là, si demain je voulais le revendre, je peux que gagner de l'argent. Parce que bah, c'est tellement compliqué. Nous, tous les tanks qu'on a voulu acheter en France, ils valaient 400 000, 500 000, 800 000. Donc là, nous, avec l'entretien, le fait de le remettre dans un état parfait, c'est ce qu'on veut faire dans d'autres vidéos, de bien l'entretenir, bien faire en sorte qu'il soit vraiment complètement fonctionnel avec mon problème de boîte de vitesse. Tu vois, j'ai remis un embrayage neuf et tout. Le truc, il est vraiment complètement fonctionnel. Tu vois, demain, il y a un musée qui me le rachète. C'est trop intéressant pour eux parce qu'ils ont une pièce qui est fonctionnelle avec laquelle ils peuvent faire de la démo et tout. C'est pas le but, hein. Je veux le garder toute ma vie. J'espère que ce sera mon cercueil d'ailleurs. Mais vous voyez ce que je veux dire? Psychologiquement, les 150 000 € que j'ai mis là, si demain je voulais le vendre, c'est impossible que je perde de l'argent. Et je peux même peut-être le vendre 300 000 balles. J'en sais rien, tu vois, je connais pas bien le marché des tanks. Mais c'est pas impossible, quand je vois tous les prix qu'on m'a annoncés au téléphone pour des choses similaires, c'est pas impossible que demain, ce tank-là, je le vende 250 000 € ou 300 000 €. Même faire une énorme plus-value dessus, tu vois. Mais je suis pas dans le business des tanks. Donc, tu vois, je vais faire des choses que je maîtrise, que je connais. Donc là, mon but, c'est pas d'acheter des tanks et de les importer et de les revendre et tout ça. C'est pas du tout ça. Nous, ce qu'on sait faire, on le fait. Et voilà, tu vois, j'aime bien les montres. J'ai beaucoup appris avec DaVinci Watch qui m'a expliqué le marché des montres. Je lui ai acheté des montres. J'ai essayé de comprendre, j'ai regardé des vidéos, j'ai écouté des gens qui parlent de montres, etc. Je me suis fait plaisir avec quelques belles montres. Tu vas te dire, mais oui, ça rapporte moins que la bourse, ça rapporte moins que la crypto-monnaie, ça rapporte moins que cet argent-là, t'aurais pu la mettre dans un appartement, tu vois. C'est vrai que ça peut potentiellement, comparé à d'autres choses,
rapporter moins, mais ça rentre encore une fois dans la diversification. C'est-à-dire que si demain le marché des montres il tombe au plus bas, bah t'as pas mis tout ce que t'as dans des montres. Tu vois. Et moi je vois des gens qui ont eu des héritages, notamment quelqu'un qui a eu un héritage de 900 000 euros. Il a acheté 900 000 euros de montres. Chacun fait ce qu'il veut, je juge personne, vraiment c'est pas le but de la vidéo. Mais dans ma tête je me dis mais what the fuck, il a mis 900K dans des montres. Déjà il va pas avoir le temps de toutes les porter. Et en plus de ça, mais si demain le marché il descend et tout, que ça bouge, que ça se met à puer la merde, mais qu'est-ce qu'il fait, tu vois? Quelle est la meilleure chose à faire? J'ai pas la réponse. J'ai pas la réponse. Mais par rapport à toi, par rapport à ton contexte, par rapport à ce que tu connais, par rapport à ce que tu as su faire, quelqu'un qui connaît bien les Porsche, ce qui n'est pas spécialement mon cas, mais quelqu'un qui connaît bien les Porsche, il y a peut-être une 993 Atmo, mais qui a les ailes de la turbo et machin et trucs avec le bon aileron, la bonne époque, avec une édition un peu limitée. Tu peux investir de l'argent là-dedans. La voiture, tu l'as, non seulement tu te fais plaisir avec cette belle vieille Porsche, et en plus de ça, ça conserve ton argent et elle va faire que d'en prendre. Il y a des Porsche comme ça, il y a beaucoup de Porsche où tu peux avoir un peu de spéculation, mais il faut connaître, t'achètes pas une Audi A3 de litre TDI en te disant je vais mettre 40 000 euros là-dedans, et dans 10 ans je suis sûr de gagner de l'argent. Au contraire, là tu es sûr d'en perdre, tu vois, faut faire des choses que quand tu connais. Et donc moi, je me suis intéressé aux montres. Une fois que je m'y suis intéressé, que j'ai commencé à avoir des conseils de personnes qui en vendent, des conseils de personnes qui en achètent, des gens qui en possèdent, des gens qui en font le business. Une fois que j'ai eu tous ces conseils, j'ai acheté une première Rolex et puis je me suis, tu vois, parce que j'aime bien ça, tu vois, j'en ai pas 50 000, mais j'aimais bien, je voulais avoir une belle montre et tout le bordel. Et puis j'ai commencé à en acheter une, j'en ai revendu, j'en ai acheté dans d'autres pays, tout ça. J'ai essayé pour comprendre comment ça fonctionnait. Il y en a où je n'ai pas spécialement gagné d'argent, il y en a que j'ai trouvé à des endroits un peu rares, j'en ai eu, des Submariner. J'avais trouvé en Turquie, chez un officiel Rolex revendeur, j'avais trouvé une Submariner date et une Submariner sans date. J'ai revendu les deux, j'avais fait un petit billet. Terminé, j'étais heureux, tu vois. Mais c'est pas un truc où j'ai gagné une grosse, tu vois, donc je vais pas mettre mon temps et mon énergie là-dedans. J'ai essayé un peu, tu vois. De l'immobilier, j'en fais. Là, j'ai jamais fait de colocation. J'avais jamais fait de Airbnb. Ben, j'essaye, je vois ce que ça donne. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est de la merde? Est-ce que, tu vois, il y a des génies dans chaque domaine. Mais moi, je suis un peu amateur dans tout. Donc j'essaye et peut-être je vais prendre une tôle, peut-être je vais arrêter un truc. Mais au moins, je diversifie, tu vois. Donc si demain, il y a une galère dans l'immobilier avec des nouvelles trucs énergétiques où il faut que les toitures elles soient en or, et bah mec, l'immobilier, je vais dire, tiens, je vais revendre ça et en essayer de pas trop perdre de thunes. Je vais revendre tout mon parc immobilier. Mais en attendant, il me reste mes 500 CR, il me reste l'argent que j'ai en bourse, il me reste des montres, il me reste des bagnoles, il me reste un tank. Tu vois ce que je veux dire? Et en fait, c'est ça le principe de diversifier soit son patrimoine, soit ses revenus, soit l'argent qu'on a, pour se dire bah, dans quoi on pourrait le mettre. Moi, je pense que l'idée, c'est de mettre de l'argent dans ce qui est le plus rentable. La première chose, c'est choisir quelque chose que tu estimes le plus rentable, mais quelque chose que tu maîtrises. Deuxième chose, pas tout mettre les œufs dans le même panier. C'est-à-dire que si tu maîtrises le marché des montres et tout ça, pourquoi pas t'acheter une petite montre? Mais attention, on parle pas de Rolex à 20 000 balles. Tu peux avoir 10 000 euros et diversifier tes 10 000 euros, tu vois, pour être sûr de pas prendre une tôle. J'ai tellement de retours autour de moi de gens qui me disent « Ah, j'ai acheté là-dedans. Putain, j'ai perdu de la thune », comme l'exemple je vous disais juste avant dans le Forex. Des gens qui achètent ceci. Ah bah là, moi j'ai acheté un tableau parce que lui c'est un artiste qui a le vent en poupe. J'ai acheté son tableau, je suis sûr que ça perdra pas de valeur. Mais je sais pas si vous vous rendez compte qu'il y a des gens qui investissent dans des actions qui ont plus de 25 ans d'augmentation de l'action, plus de 25 ans de versement de dividendes, etc. C'est-à-dire que même investir dans Hyper U ou dans Leclerc, qui est énorme, bah même ça, il y a des gens en investissement boursier, ils vont te dire c'est pas sûr, c'est trop jeune Hyper U. Alors qu'Hyper U, frère, depuis qu'on est né, ça existe, tu vois, même avant. Et c'est énorme. Et il y a des gens, ils vont dire trop risqué, j'investis pas. Ils vont investir que dans des boîtes énormes, qui ont des évolutions de malades, qui reversent des dividendes à leurs actionnaires à mort, qui sont des trucs ultra safe, tu vois ce que je veux dire? C'est un peu ma vision des choses pour la bourse, mais c'est pour ça qu'il faut bien le répéter ça pour soi-même. Et c'est ce que beaucoup font quand ils commencent la bourse en achetant des ETF. Un ETF, c'est une sorte de société, c'est un groupement qui va investir pour toi. Donc toi, tu vas acheter un ETF, mais c'est l'ETF que tu vas laisser gérer la diversification des actions boursières qu'ils vont pouvoir acquérir. C'est un peu comme une SCPI dans l'immobilier. C'est-à-dire que toi, tu vas acheter des titres, tu vas mettre 50 000 euros dans une SCPI, et une SCPI, ça va être, tu vas avoir plein de parts de magasins, d'hôtels, de maisons, etc. Mais c'est pas toi qui te fais chier avec des locataires, pas toi qui te fais chier à gérer des trucs, à aller chez le notaire et tout le bordel. Toi, tu poses de l'oseille. Après, évidemment, tu gagnes un peu moins parce qu'il y a une commission, comme un ETF. Et donc, en fait, chacun son truc. Et c'est vrai que moi, comparé à d'autres, peut-être que je diversifie beaucoup parce que je fais de l'immobilier locatif, je fais de l'immobilier professionnel, je fais des bureaux et des commerces, j'ai des voitures, j'ai un avion, tu vois ce que je veux dire. Mais en fait, tout me sert, soit pour mon travail de YouTube, soit c'est des choses que j'ai pas trop mal achetées. Après, il y a le vif du sujet. Par exemple, on peut prendre un autre exemple. Par exemple, on prend cet exemple-là, ça c'est mon Sprinter. C'est un Sprinter avec le 4 cylindres, tu vois, c'est pas le beau V6 qui est à côté. Là, tu peux tout de suite regarder ce qu'il y a là. On n'est pas quand même sur le même matériel, hein. Oh là là, la RS3 derrière. Oh là là, la RS3 derrière, mon gars. Putain de merde. Bon, tu vois,
ces engins-là, c'est des engins qui me servent pour mon entreprise. Faut pas du tout confondre. Mais c'est sûr que si je te parle de ça et que tu débarques dans ma cour, les gens ils vont voir un tank, à côté une Audi A3, une 500 CR et des sprinters. Ils vont se dire, oh, attends, l'argent qu'il a dans le matériel. Alors là, oui, il y a une vétusté. Là, oui, je vais perdre de l'argent. Mais en même temps, j'ai besoin de ça. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme si Hugo qui tient la caméra, je commence à dire, bah ouais, mais la caméra, faut qu'on en achète une qui va nous faire gagner de l'argent. Non, c'est pas le but. Là, la caméra, dans 2 ans, on sait qu'elle va perdre de l'argent. Même dans 6 mois, ça se trouve, frère, elle est obsolète, alors qu'elle nous a coûté je sais plus combien. En tout cas, la qualité a l'air d'être pas mal. Et là, c'est pareil. Ça, c'est comme un marteau, c'est comme une clouteuse, c'est comme une machine à pneus, frère. On en a besoin parce que les gars de ma boîte de BTP, ils emmènent du bois, ils emmènent des sacs de ciment sur les différents chantiers. Et donc, on a besoin des sprinters. Celui-là, c'est différent. J'éprouve beaucoup d'amour. J'ai presque envie d'avoir des rapports sexuels avec ce camion tellement il est beau, tellement je l'aime. Faut pas confondre en fait quelque chose qui va te servir. Par exemple, les gens ils vont dire, ouais, mais moi j'ai ma voiture pour rouler tous les jours. Ouais, mais ta voiture pour rouler tous les jours, elle te sert à aller au boulot, elle te sert à aller faire tes courses, elle te sert à faire ta vie, tu vois. Donc ça c'est pas comparable avec une voiture de collection sur laquelle tu vas essayer de gagner de l'argent. Et donc je pense qu'il est bien important de faire la différence entre les deux. Et en fait le but c'est à la fois de se faire plaisir, mais avec quelque chose qui va soit te faire gagner de l'argent, soit ne pas te faire en perdre. Parce que tu vas allouer de l'argent à quelque chose qui va te procurer du plaisir, mais en échange, ça va pas te faire gagner d'argent, mais ça va pas t'en faire perdre non plus. Après, il y a le plaisir pur et simple, ça veut dire, c'est une charge, ça coûte. Ça s'appelle par exemple des vacances. Tu vas en vacances, ça te coûte de l'argent. Après, il te reste plus rien. Mais tu as été en vacances, tu t'es fait plaisir, mais il faut aussi se faire plaisir dans la vie, tu vois. Après, le truc, c'est un investissement pur et dur, et il n'y a pas de plaisir autour de ça. Ça s'appelle, par exemple, une ligne de code sur un broker en bourse, où tu vas acheter des actions chez Apple, par exemple. Bah, tu vas avoir une ligne avec marqué Apple, 20 000 euros, tu as acheté 20 000 euros d'Apple. Voilà, est-ce que tu vas te taper une queue là-dessus? Non. Bon, si tu avais mis 20 000 euros dans une petite E30 318 IS cabriolet posée au sol avec des BBS, là oui, tu as envie de te taper une queue, mais est-ce qu'elle va réellement te gagner de l'argent? Et c'est un peu tout ce que je fais toute ma vie. Toute ma vie, elle est faite comme ça. Parce que les gens, ils se disent, oh là là, l'autre, voilà les engins qu'il a. Bah, tous mes engins, j'essaye de pas perdre d'argent. Après, quand c'est pour du contenu YouTube, quand c'est pour des vidéos, quand c'est pour le travail, on s'en fout parce que le but, c'est aussi de créer quelque chose, de faire du contenu, de travailler. Donc des fois, on peut se permettre de se dire, tiens, on va y avoir une décote, on va perdre tant de thunes, mais c'est prévu, c'est comme ça, c'est le projet qui est comme ça, tu vois. Et tu vois, genre le château, il me permet de travailler, il me permet d'y mettre toute ma famille, donc il me permet d'économiser de l'argent, tu vois. C'est fou de se dire ça. C'est fou de se dire qu'on est devant le château et que je gagne de l'oseille. Moi, j'ai la chance, c'est une bénédiction d'avoir un métier où on peut être sans pignon sur rue. Il y a des gens, ils ont besoin d'être à Paris, il y a des gens, ils ont besoin d'être à telle ville ou des trucs comme ça. Mais tu vois, si je fallais des locaux pour ma boîte de BTP, un dépôt avec un gros dépôt avec pour de quoi stocker le bois, les machines et tout, ça fait un local. Soit faut le louer, soit faut l'acheter. Mettre tous les bureaux pour la comptabilité, le montage vidéo, les boîtes de com et tout le bordel. Faut le louer ou faut l'acheter le local. L'expédition, toute la partie là où on a fait ici l'entrée pour le quai poids lourd et tout pour expédier tous les colis, la boiserie, tout ça. Faut un local, faut du stockage, faut de la place, faut le louer ou faut l'acheter. Un garage, mec, pour mes vidéos, j'ai besoin, soit je vais déléguer des tâches à un garagiste qui va me facturer sa main-d'œuvre et il va me préparer mes voitures pour mes vidéos, soit j'embauche un gars comme Dylan et on fait nos trucs nous-mêmes. Et au lieu de payer des factures avec de la main-d'œuvre, je vais payer des salaires. À la longue, par rapport à ce que je fais, ça a été plus rentable pour moi de faire ça. Mais c'est pareil, il aurait fallu que j'achète un garage ou que je loue un garage, que j'achète le matériel, tout le bordel. Donc t'imagines tout ce que le château m'a fait économiser. Le château, il m'a coûté 1,5 million. Et j'ai fait 500 000 euros alors qu'il est de travaux. Donc là, on doit frôler les 2 millions d'euros. Il a dû me coûter pas loin de 2 millions. Que s'il a fallu que je prenne un local, toutes les heures que Dylan, aujourd'hui il y a Naomi qui est en carrosserie qui est là, si tout ça, il a fallu que je paye la main d'œuvre à un garage, mais t'imagines l'argent que ça m'aurait coûté? Et quand bien même il aurait fallu que je loue un autre garage ou que j'achète un autre garage en plus du château. Mais tu vois, faut pas croire, mais même un vieux bout de garage, même un vieux hangar comme j'avais avant, un vieux local qui était très bien, mais qui est plutôt vieux, ça vaut quand même 150-200 000 euros. Donc t'es économisé 150-200 000 pour ci. Le gros stockage, faut 500 mètres carrés, un truc de 500 mètres carrés, t'en as encore pour 500 000. Plus un autre machin de 300 000. Allez, ça y est, mec, t'as encore mangé 1 million d'euros. En plus de ça, moi, je voulais avoir une maison plus grande et emmener toute ma famille. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus. Putain, mais c'est quoi ça? Ah, c'est ta voiture, Hugo. Ah, Hugo, oui, pour info, Hugo, il a RS3, il a dit, ouais, c'est pas mal, mais bon, Mercedes, ils font des trucs bien. Donc, on lui a pris un A45 AMG S. Voilà, frère. Et donc, tout ça mis bout à bout fait qu'on a gagné de l'argent à être dans un château. J'avais fait une vidéo, je crois, sur cette chaîne où j'expliquais que j'avais gagné 1 million d'euros à acheter un château. Bah, c'est pas des mythos, quoi. C'est vraiment pas des mythos. Après, il faut que les entreprises soient compatibles avec un endroit à la campagne. Il faut que le cadre soit compatible avec les gens qui bossent ici. Il faut que la vie perso soit compatible à l'endroit où il y a la vie pro. Enfin, c'est tout un truc, c'est tout un enchaînement de choses qui font que ça a été possible. Pour vous parler de cas concrets, les amis, comment je fonctionne, moi, je pense que j'ai pas fait les calculs, donc je vais vous dire de la merde. En fait, si je parle des choses qui sont déjà payées, qui m'appartiennent vraiment,
y compris la part qui est payée aux banques. Parce que moi, il y a beaucoup de choses qui appartiennent aux banques. Mon château il appartient aux banques, mes locaux, mes maisons que je loue, tout ça, ça appartient encore aux banques. Mais mine de rien, il y a des parties que j'ai déjà remboursées. Si tu comptes ce qui me revient à moi, sans parler de ce que je dois aux banques, je pense qu'en bourse, je dois avoir 40% de mon patrimoine en bourse. Pour vous donner un peu la ventilation, que vous ayez un ordre d'idée de ce que j'ai l'habitude de faire. Il doit y avoir 40% de ce que j'ai en bourse. Je pense que doit y avoir 40% en immobilier. Liquidité, clairement, j'en ai pas. Liquidité, ça doit être 5%. Tu vois, de l'argent que j'ai sur mes comptes. Sur mes comptes perso, j'ai pas beaucoup de thunes. Parce que ça sert à rien et ça sert à rien d'avoir de l'argent sur des comptes bancaires qui servent à rien. Donc de l'argent comme ça, de pas placer, j'en ai pas beaucoup. Je dois avoir 5% en montres. Et là, on doit être rendu à 85% ou 90%. Et les 10 derniers, on va parler des engins en général. Voiture, tank, moto, avion, toutes ces conneries-là, je pense qu'on doit être autour de 10%. Voilà. Alors attention, c'est pas des bons chiffres, mais on est autour de ça. J'ai pas fait le calcul à l'euro près, mais on doit être autour de ça. Mon idée, c'était le levier bancaire. J'ai fait quelques crédits pour acheter des maisons, acheter des biens, acheter des choses soit que je loue à mes propres sociétés, soit que je loue à des professionnels ou des particuliers. Et mon idée, c'est que dans 10-15 ans, quand tout ça c'est payé, je revends tout. Laisser les entreprises qui fonctionnent encore dedans. Et tout ce que je possède, je le dégage. Je garde quelques belles pièces, tu vois, genre mon tank, si je peux crever avec, j'aimerais bien le garder. Des 500 CR, je garde la plus belle. Mes voitures, je garde une ou deux. Tout ce que je possède, je le vends et je m'achète une île privée aux Caraïbes ou aux Bahamas. Ouais, ça, c'est mon but. De m'acheter une île à, je sais pas moi, à 20 millions de dollars et finir ma vie tranquille, quoi. De dire, voilà, j'ai travaillé comme un ouf. J'ai eu une vie stylée. Si tout va bien, attention, là, je vous tire des plans sur la comète. J'achète un espèce de truc d'enculé, mon gars. Mon avion, je le fais équiper hydravion. Comme ça, j'ai mon avion que j'atterris sur l'eau avec. Le tank, je sais pas comment on va le faire, mec. Va falloir faire venir un gros cargo pour que le tank, on puisse l'emmener sur mon île. Et voilà, faut que je m'achète une pelle aussi, parce qu'une grosse pelle, une 50 tonnes, parce que si je l'enlise, mon gars, il faut une giga pelleteuse. Et voilà quoi. Et après, mec, je coupe mon bois, je vis en autarcie avec ma mère et je fais des feux de cheminée, frère, et je suis là, je fume des chiches et je crève ici, mec. Et enfin, là-bas. Mais je garde mon château en France, attention, hein. J'ai pas mon mode expatriation et tout ça. T'inquiète pas, t'inquiète pas. Alors, je garde mon petit château en France. Ah, jamais de la vie, celui-là, je le garde à vie, je le mange. Ah, j'ai envie de lui faire des bisous à ce petit château. Donc voilà, ça c'est mes projets. Là, je vous ai parlé de diversification, de machin, de trucs, mais je vous ai parlé aussi de mes petits projets. Mais je pense que la ventilation n'est pas loin de la vérité. En tout cas, les amis, j'espère que vous avez kiffé cette petite vidéo. J'avais envie de vous parler d'une petite vidéo comme ça, j'ai envie de vous parler de ça. Je trouve que c'est hyper important de bien diversifier ce qu'on fait, ce qu'on possède, et bien y faire gaffe. Mais bien préparer les choses, ce que j'ai abordé juste avant. N'oubliez pas de vous abonner à cette petite chaîne YouTube. Dimanche midi sur la chaîne principale Thierry Boiserie. Vous êtes pas prêts? Ah, vous êtes pas prêts, il y a personne qui est prêt. Donc une fois que tu as regardé cette petite vidéo, sois chaud pour dimanche midi. Donc je vous embrasse. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne YouTube, c'est très important, putain de merde. Et salut!